Nous allons parler des prothèses et ostéosynthèse. Les objectifs de son cours sont de deux ordres. Tout d'abord, connaître les principales complications et les principes du suivi des prothèses articulaires et des ostéosynthèses. Et le deuxième objectif est connaître la consolidation osseuse normale et pathologique. Alors d'abord, deux mots sur les prothèses articulaires. Ces prothèses articulaires sont mises en place dans l'immense majorité des cas pour le traitement d'une pathologie dégénérative. Vous pouvez le voir ici, une coxarthrose qui a été traitée par la mise en place d'une prothèse. Ici, c'est une prothèse totale de hanche. Vous le savez sûrement, mais ces prothèses sont de type variable. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est de différencier celles qui sont implantées directement dans l'os, avec une interface métal-os, et puis celles qui ont du ciment autour de l'implant, qui va servir à consolider et en quelque sorte à coller l'implant dans l'os. Et cette fois-ci, vous voyez qu'on a deux interfaces, une interface os-ciment et ciment-métal. Ces prothèses articulaires, on va les retrouver à quasiment toutes les articulations. L'épaule, c'est un peu plus rare, mais le genou et la hanche étant les deux principales indications. L'ostéosynthèse ou les ostéosynthèses, il faut les voir comme finalement une méthode de contention, c'est-à-dire de maintien de l'alignement et du contact des os fracturés, qui serait cette fois-ci posé directement sur l'os. Un plâtre va être une contention tout à fait extérieure à l'os, alors qu'une ostéosynthèse, c'est une méthode de contention qu'on va venir placer directement soit dans l'os, donc on parle de contention interne, c'est ce que vous avez sur la partie gauche avec les clous, et puis on peut avoir une contention qui va se faire de façon externe à l'os, en superficie de l'os. Ce sont, comme vous voyez sur les schémas de droite, les plaques et les vis. Quand on va utiliser des clous, on parle de technique à foyer fermé. L'idée, c'est effectivement de ne faire qu'une petite incision cutanée et de glisser le clou à l'intérieur de la cavité médulaire. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs types de clous différents, avec des longueurs différentes en fonction des indications. Et vous voyez que le long de ces clous, aux extrémités, on va mettre des petites vis. Ces vis vont empêcher la rotation, et on parle donc d'enclouage verrouillé. L'autre terme qu'on utilise pour ce type d'ostéosynthèse est donc les ostéosynthèses à foyer fermé. Foyer fermé parce que vous l'avez bien compris, on n'ouvre pas le site de la fracture, on fait une petite incision à distance et on rentre le clou. Une autre technique qui s'apparente à l'enclouage, encore une fois qui est à foyer fermé, ce sont les techniques de vissage. Vous voyez que pour certaines indications et certains os, on peut mettre directement des vis et ces vis vont venir réaliser une compression entre les deux pièces osseuses pour faciliter la consolidation. Type d'ostéosynthèse, cette fois-ci dit à foyer ouvert, consiste en la stabilisation de la fracture par l'utilisation de plaques et de vis. Vous voyez qu'on va réaliser cette fois-ci une incision au niveau du site fracturaire et venir réduire et mettre en contact les pièces osseuses à l'aide de plaques. Ces plaques, vous voyez qu'elles peuvent être plus ou moins courbées ou plus ou moins épaisses en fonction de l'indication et de l'os. Et ces plaques vont être maintenues en place par des vis. Vous voyez qu'on peut mettre un nombre multiple de vis avec des orientations différentes en fonction des indications. Donc voilà les deux types d'ostéosynthèse qu'on a vus. L'ostéosynthèse à foyer fermé avec mise en place d'un clou dans la diaphyse, et l'autre ostéosynthèse, c'est une ostéosynthèse par foyer ouvert avec l'utilisation de plaques et de vis où il y aura effectivement une phase d'ouverture cutanée et de mise à ciel ouvert du foyer de fracture. Comment va être réalisé le suivi de aussi bien les prothèses que les ostéosynthèses? Eh bien, elle se base principalement sur les radiographies qui sont vraiment l'examen de première intention et qui doit tout le temps être réalisé pour le suivi de ce type d'implant. On va utiliser le scanner
plus rarement, mais quand même assez facilement, dès qu'on aura des doutes sur un décèlement, on en reparlera, ou sur la qualité d'une consolidation. Parce qu'en effet, vous savez, en radiographie, on a plusieurs superpositions qui peuvent parfois gêner l'analyse de la structure osseuse. Alors, que va-t-on analyser? Eh bien, on va partir de deux contextes différents. Donc le principal est le post-opératoire immédiat, c'est-à-dire qu'on vient de terminer la chirurgie et en fonction des équipes, soit directement au lit du malade, soit à J1 et J2 quand le patient peut se tenir à peu près debout, on va réaliser des radios. Ces radios vont nous aider à mettre en évidence deux choses. Tout d'abord, vérifier la position du matériel. Est-ce que la prothèse a été bien mise en place? Est-ce que les membres sont bien alignés? Et puis les autres complications qu'on va détecter à ce stade sont des complications qu'on va appeler traumatiques, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une fracture osseuse lors de la mise en place d'un implant, et surtout d'un implant fémoral par exemple, ou y a-t-il eu une luxation ou un démontage. Alors voici un petit schéma qui vous représente toutes les mesures qu'on peut prendre au niveau d'une prothèse de hanche pour vérifier que les implants sont bien mis en place. Donc je ne vais pas du tout entrer dans les détails, mais sachez qu'on peut mesurer l'inclinaison de la cupule, un éventuel raccourcissement des membres, l'orientation de la tige fémorale. Il y a plein d'indices et plein de mesures. Voilà, sachez qu'on va, et c'est surtout le chirurgien beaucoup plus que le radiologue, on va s'assurer que la prothèse a été bien mise en place ou que la plaque et les vis d'ostéosynthèse ont été bien mis en place. Une fois qu'on a bien vérifié la position de notre implant, on va chercher des complications post-opératoires immédiates. Donc, ils peuvent être de plusieurs types. Soit on a des anomalies sur des prothèses cimentées avec des fuites de ciment, comme vous pouvez le voir ici, avec une fuite de ciment qui arrive dans le foramen obturateur, mais également des fractures. Vous voyez que là, il y avait une fracture qui a été passée inaperçue après la chirurgie qu'on a détectée à J2, qui est une fracture du gros trochanter, ici sur la mise en place de cette prothèse de hanche, et puis des luxations. Vous voyez une luxation ici de la pièce acétabulaire. C'est des choses qui arrivent. Vous voyez, c'est un cliché qui a été réalisé très précocement avec le patient encore au lit. Et ces luxations sont relativement communes, surtout dans les phases initiales quand on va chercher à mobiliser le patient. Enfin, quand on va parler des ostéosynthèses, là également on va analyser les positions. Alors vous voyez ici c'est un exemple d'une arthrodèse lombaire et vous voyez que sur cette image de scanner en coupe axiale, la vis qui est donc située sur le côté droit de notre patient est malheureusement non pas dans le pédicule mais dans le récessus latéral. Et effectivement, ça c'était un patient qui a présenté une radiculalgie S1 quand il s'est réveillé. D'où l'intérêt, vous voyez que là les radiographies étaient insuffisantes, on a dû passer au scanner pour bien analyser la position du matériel. L'autre complication qu'on va chercher à analyser pour les ostéosynthèses, c'est le démontage de la chirurgie, et vous le voyez sur l'exemple à droite, c'était ici une chirurgie qui devait stabiliser la tête humérale, et vous voyez que la tête humérale s'est basculée vers l'avant et que les vis supérieures n'ont pas du tout joué leur rôle. Le clou est bien en place, mais malheureusement la partie supérieure de la tête a quand même pu basculer. On parle de déplacement secondaire ou de démontage de l'ostéosynthèse. Donc en post-opératoire immédiat, on va s'assurer de la position des implants, que ce soit la prothèse ou l'ostéosynthèse, et puis on va s'assurer qu'il n'y a pas de complications immédiates, fracture, déplacement secondaire, luxation, et tous les exemples que je vous ai montrés. Qu'en est-il maintenant du suivi à distance? Effectivement, le patient va être suivi cliniquement régulièrement et à chaque consultation, presque à chaque consultation, le chirurgien va demander des radiographies. Ces radiographies vont lui permettre de chercher les principales complications. Donc là encore, des complications sont malheureusement assez fréquentes, ce sont des complications qu'on va appeler traumatiques, c'est-à-dire comme on l'a vu tout à l'heure, la survenue à distance d'une fracture, ou d'une luxation du matériel. Et une des autres complications, et sûrement la complication la plus fréquente qu'il va falloir suspecter, c'est ce qu'on appelle un décèlement. Donc le décèlement, c'est quand on parle d'une prothèse, c'est la perte de fixation
de la prothèse dans l'os. C'est-à-dire que l'interface, comme on a vu tout à l'heure, entre l'os et la prothèse ne s'est pas bien fait, il n'y a pas eu une bonne ostéo-intégration et la prothèse va pouvoir se déplacer et donc perdre complètement son rôle fonctionnel. Pour les ostéosynthèses, on va rechercher non pas un décèlement, mais plutôt un démontage, c'est-à-dire une mobilité de l'ostéosynthèse qui va signifier que le montage n'est pas stable. Une autre complication très importante à tout le temps rechercher va être une infection, parce qu'une infection peut tout à fait survenir à distance et peut être une cause de décèlement et de démontage. Enfin, et c'est surtout pour les ostéosynthèses, on va suivre le patient progressivement pour voir si la fonction de l'ostéosynthèse, c'est-à-dire la mise en place d'une guérison satisfaisante de l'os aboutit, et donc on aura cette fois-ci une consolidation normale, en sachant que les deux principales complications qu'on pourra voir en termes de consolidation anormale sont la première, une absence de consolidation, on appelle ceci une pseudarthrose, et la deuxième, c'est une consolidation qui survient malheureusement avec des rapports non anatomiques des fragments osseux. Et on parle ici de calvitieux. Alors quelles peuvent être ces complications? Complications à distance, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. La prothèse peut se luxer, comme vous voyez sur l'image de gauche. Et puis après, on a des fractures. Alors ces fractures, elles peuvent survenir dans le matériel. Alors c'est pas commun, mais vous voyez ici sur l'image du milieu une fracture de la tige fémorale, ça peut survenir. Ce qui est également très fréquent et qui peut poser des problèmes de prise en charge, ce sont les fractures périprothétiques. Vous voyez ici, il y a une fracture au niveau de l'os en périphérie du fût fémoral, périphérie de l'implant fémoral. Et ça, ce sont des complications qui peuvent survenir soit à l'occasion d'une chute, soit progressivement, parce que les contraintes apparaissent un petit peu réparties de façon différente sur un os qui peut être fragile. Au niveau des ostéosynthèses, là également, les principales complications peuvent être traumatiques, avec une fracture ici, vous le voyez, au niveau du matériel. Quand il y a une fracture du matériel, que ce soit au niveau des plaques ou des vis, ça vous signifie que le montage est instable, parce que ce qui va réaliser la fracture, c'est les mouvements des os qui vont créer des bras de levier et aboutir finalement à la fracture du matériel. Donc fracture de plaque, fracture de vis, ça signifie que votre montage est instable et qu'a priori il n'y aura pas de consolidation satisfaisante. Enfin, l'autre complication qu'on peut voir, c'est des fractures qui vont être en périphérie de l'implant. Ici, vous voyez une patiente chez qui on avait mis un clou pour une fracture du col, et vous voyez que malheureusement, elle a présenté une fracture du fémur sous l'implant à l'extrémité distale du clou. Au niveau des prothèses, et surtout au niveau des prothèses de hanche, la principale complication qu'on doit rechercher est le décèlement. Vous avez ici l'exemple d'une patiente chez qui on avait mis en place une prothèse de hanche de type cimenté. Vous voyez qu'il y a du ciment autour de l'implant fémoral. L'image de gauche vous montre l'aspect post-opératoire très précoce. Et puis vous avez une image de suivi avec une radiographie 2 ans après. Les principales différences qu'on va venir observer, c'est, vous voyez, au niveau de l'interface entre l'os et le ciment, voire entre l'os et directement la prothèse, c'est la disparition d'une interface normale qui est remplacée par ces zones de clarté, qui sont démontrées par les flèches. Et ces zones de clarté, on les appelle des granulomes. Alors leur origine est vraisemblablement liée à le passage en transosseux de débris au niveau de l'articulation, en effet, au niveau de ce qu'on appelle le couple de frottement, c'est-à-dire l'interface entre la tête et la pièce acétabulaire, il va y avoir des débris, et ces débris peuvent rentrer dans l'os. Ils vont être traités comme des corps étrangers, et on va avoir ces espèces de granulomes qui vont former ces petites zones d'ostéolyse en périphérie. Et vous comprenez bien que ces granulomes vont déstabiliser la fixation et permettre une migration secondaire de la prothèse. Donc voilà, l'image caractéristique d'un décèlement, c'est l'apparition de ces clartés en périphérie. Ce qui n'est pas forcément évident sur ce cliché, mais qui va être plus évident pour vous sur cet exemple, c'est que la phase ultérieure d'un décèlement va être le déplacement, la migration de l'implant. Vous voyez ici une prothèse
de hanche qui est décelé chez cette patiente. On a une image post-opératoire précoce. Vous voyez, on a un petit implant, un petit ergot qui vient se poser directement sur la surface osseuse qu'on a réséquée. Donc sur l'image de gauche, cet ergot est vraiment en contact avec l'os. Et vous voyez que malheureusement, cette prothèse se décèle et elle migre, elle peut bouger à l'intérieur de l'os. Et vous voyez que l'ergot, cette fois-ci, n'est plus en contact. Donc la prothèse sort progressivement du fémur. Une chirurgie de révision est dans ce cas évidemment indispensable. Au niveau des ostéosynthèses, une des principales complications qu'on va pouvoir observer sur le long terme, mis à part les lésions traumatiques, va être un démontage de la chirurgie. Vous voyez ici une patiente qui avait été traitée par un clou gamma court pour une fracture paire trochantérienne. Tout se passait bien sur les clichés précoces et puis malheureusement progressivement vous voyez que eh bien, le montage s'est démonté avec une migration de la tête fémorale vers le bas. Enfin, la complication qui fait peur à tout le monde parce qu'elle est vraiment difficile à identifier initialement et elle a un pronostic qui est redoutable avec souvent une chirurgie de reprise et un traitement antibiotique à long terme, eh bien c'est l'infection. Alors l'infection doit être suspectée devant tout décèlement, hein, c'est-à-dire que les décèlements sont dans l'immense majorité des cas dits aseptiques, mais il faut toujours suspecter une infection. Et là, les critères qui vont vous aider, eh bien, c'est l'apparition de réactions périostées autour de votre os, hein, c'est ce que je vous ai montré avec cette petite flèche blanche, et puis l'apparition de granulomes, mais ces granulomes, à la différence des décèlements aseptiques dont on a parlé tout à l'heure, et qu'ils apparaissent très rapidement. Ces granulomes vont apparaître très rapidement en quelques semaines, et c'est tout à fait inhabituel, en général, dans un décèlement lié à des corps étrangers, comme on l'a vu tout à l'heure, ça va progresser sur des mois, voire des années. Là, ça progresse sur quelques semaines avec vraiment une apparition d'une ostéolyse. Ce qui va également apparaître, c'est l'apparition de collections au niveau de l'articulation. On peut très très bien les mettre en évidence par scanner ou par échographie. Hein, vous voyez, c'est cette formation qui est ici. On peut même parfois l'explorer par IRM, hein. On peut mettre des prothèses dans l'IRM maintenant sans problème. Et vous voyez que l'IRM vous montre très bien le trajet fistuleux avec l'ouverture cutanée. Et finalement, l'imagerie va servir à quoi? Une fois que le diagnostic est établi, à guider un prélèvement. Vous voyez qu'ici, on a mis un trocard pour prélever du liquide ou faire un petit prélèvement de tissu fibreux au niveau de la prothèse qui va être envoyé pour études bactériologiques. Nous allons aborder le dernier point de ce cours qui est donc la consolidation. Alors très sommairement, la consolidation osseuse normale se déroule en 3 actes. Vous avez tout d'abord une phase inflammatoire qui va durer entre 7 et 10 jours et cette phase est tout à fait fondamentale car elle va préparer la deuxième phase qui est la réparation. En effet, lors de l'inflammation, vous allez avoir développement d'un hématome et cet hématome apporte des facteurs de croissance qui sont nécessaires à la consolidation ultérieure. Cette phase de réparation va débuter aux alentours de la 2e semaine et elle se divise en 2 phases. Tout d'abord, à la 2e semaine, l'apparition d'un cal qu'on appelle mou parce qu'il est surtout fibreux, il n'y a pas encore de composante osseuse dedans. Cette composante osseuse va survenir à partir de la 3e semaine. Ensuite, à partir de la 12e semaine et pendant des mois, voire des années, on aura une phase de remodelage, c'est-à-dire que l'os va s'adapter aux contraintes qui vont être exercées lors de la reprise d'appui, de l'activité ou de la marche. D'une consolidation normale, vous voyez un jeune patient qui avait une fracture du fémur après un accident de moto, il a été traité par un enclouage et on peut suivre sur 6 mois l'évolution. Alors ce qu'on peut noter, c'est, vous voyez, la deuxième image, à la 2e semaine, on voit apparaître des petits contours un petit peu irréguliers, comme en nuage en périphérie du foyer de fracture. Hein, c'est ce qu'on appelle donc le cal mou. Et ce cal mou, vous voyez qu'au bout de la 3e semaine, ici ça va être au bout d'un mois, va se transformer pour former des ponts osseux qui vont survenir de part et l'autre de l'articulation. Donc c'est le vrai cal qui, celui-ci, va servir à la stabilisation.
On continue, vous voyez qu'après 3 mois, ces ponts deviennent très importants. On a également une consolidation à l'intérieur de la cavité fémorale. Donc là, tout se passe très bien. Et vous voyez qu'à 6 mois, le clou a été retiré. Et vous voyez que l'os n'a pas encore un aspect tout à fait normal. Il y a encore des zones d'épaississement corticaux qui sont persistants. Et ces épaississements corticaux vont non pas disparaître, mais s'amoindrir avec le temps. C'est ce qu'on appelle effectivement la phase de remodelage. Alors, parlons maintenant des complications. La principale complication, ça va être la pseudarthrose. Vous voyez ici un patient qui avait une fracture au niveau de l'humérus et les clichés qui sont réalisés à 3 mois après un enclouage nous montrent qu'il y a toujours une persistance de ce qu'on appelle une solution de continuité, c'est-à-dire la persistance d'un gap entre les fragments osseux. Vous voyez qu'il n'y a pas de pont osseux comme on l'a vu tout à l'heure, hein, donc il n'y a pas de phénomène de consolidation. Et quand il n'y a pas d'évolution entre deux radios espacées de 3 mois, on peut poser le diagnostic de pseudarthrose. Donc c'est vraiment sur une phase évolutive. Hein. Si pendant 3 mois il ne se passe rien, en termes de consolidation, on va parler de pseudarthrose. Enfin, la dernière complication principale après une consolidation anormale va être ce qu'on appelle un cal vicieux. Vous voyez ici, c'était une fracture complexe d'un humérus et cette patiente a été perdue de vue, elle n'a pas été suivie malheureusement, elle ne s'est pas présentée en consultation et quand elle est revenue pour des douleurs persistantes au niveau du bras, vous voyez que sa fracture avait consolidé avec une angulation et on appelle ceci donc la consolidation en position non anatomique, un cal vicieux. Alors que faut-il retenir de ce cours? Eh bien que l'évaluation des implants, donc que ce soit dans le cadre d'une prothèse ou dans le cadre d'une ostéosynthèse, se base quasiment exclusivement sur des radiographies hein, qui vont être faites de façon séquentielle. On pourra utiliser le scanner quand on aura des problèmes de superposition ou des problèmes d'analyse très fine de l'interface. Donc c'est un examen complémentaire. Vous avez vu que quelquefois l'échographie et l'IRM vont nous servir, mais c'est plutôt dans le cadre d'anomalies des parties molles en périphérie et dans l'immense majorité des cas pour la recherche d'une infection. Mais donc retenez imagerie par rayon X, principalement 99% des cas des radios et puis le scanner si on a un problème de superposition. Cet examen d'imagerie va nous chercher à nous aider dans 2 situations, les phases précoces, donc directement les jours survenant après la chirurgie, on va chercher à vérifier les positions de l'implant et puis les pathologies traumatiques initiales, fractures, luxations, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le suivi à distance va chercher à tout d'abord éliminer l'infection. Si le patient vient pour une prothèse douloureuse, la première chose auquel il faut toujours penser, surtout si la prothèse commence à se déceler, c'est une infection. On va chercher à éliminer les pathologies traumatiques habituelles et puis l'élément clé, je vous ai dit, c'est rechercher la complication la plus fréquente au niveau des prothèses qui est le décèlement avec l'apparition de ces granulomes, hein, ce liseré qui apparaît en périphérie de l'implant qui signifie que l'interface ne tient plus et donc votre prothèse n'est plus maintenue dans par exemple le fût fémoral. L'équivalent au niveau d'une ostéosynthèse va être le démontage, hein, je vous ai montré ce démontage avec un déplacement secondaire des pièces osseuses et souvent une fracture des plaques ou des vis. Enfin, la radiographie va nous chercher à nous certifier qu'il n'y a pas de pseudarthrose et que la consolidation osseuse dans le cas d'une ostéosynthèse se passe de façon satisfaisante.